Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce dernier numéro d'Accès Direct de la semaine. Nous sommes le vendredi 14 février 2020. Au programme ce soir, Carlo Carmagnola, chercheur en physique au CNRS, viendra nous parler de la neige dans tous ses états. Et on retrouvera notre super Camille Copin comme chaque vendredi avec ses bons plans sortis du week-end. Nous serons d'ailleurs en ligne avec Perrine de Longevial pour nous parler de la course Odyssea qui fait escale à la Plagne. Mais tout de suite, c'est donc les titres du journal présentés ce soir par Sébastien. Salut Clémence. Comment tu vas? Très bien. Alors, ce soir, dans le journal, on va commencer par parler de la hausse des prix des péages autoroutiers. Oui, c'est toi qui t'y es collé puisque tu le sais, hein, le 1er février, c'est synonyme d'augmentation de tarifs. Il y a eu notamment le gaz, l'électricité, le taux du livret A et les péages d'autoroute. Tu es donc allé voir sillonner un petit peu les routes pour savoir, essayer de comprendre un petit peu cette augmentation. Et puis, toujours dans l'approche des élections municipales, direction Saint-Michel-de-Maurienne. Saint-Michel-de-Maurienne, où le scrutin s'annonce serré entre les candidats. Ils sont 3 candidats. Il y aura un enjeu de taille, c'est le cœur de ville, l'avenir du cœur de ville de cette commune de 3000 habitants. C'est un reportage signé Julie Ségala qui s'occupe des municipales chez nous. À tout à l'heure pour le JT. Merci. Notre invité ce soir s'appelle Carlo Carmagnola. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous installer. Vous êtes chercheur en physique au Centre d'études de la neige du CNRS. Alors sans surprise, avec vous ce soir, on va donc parler de la neige dans tous ses états. Commençons par le début de la vie d'un flocon. Ouais, c'est très intéressant, c'est un matériau absolument magique, la neige. Et la vie du flocon commence dans les nuages. Donc c'est la première phase. Et ce qui est très intéressant, c'est que les nuages, même s'ils sont très froids parfois, jusqu'à moins 40, gardent toujours de l'eau liquide. C'est un phénomène assez intéressant qui s'appelle de la surfusion. Et donc il y a de l'eau liquide même dans un nuage très froid. Et une partie de cette eau liquide, sous forme de gouttelettes d'eau assez petites, va s'évaporer, donc passer en phase vapeur d'eau. Et ensuite, cette vapeur d'eau va congeler sous forme de glace autour de noyaux de congélation. Donc en général, c'est des petits grains de poussière. Et donc chaque flocon... C'est minuscule. Ah, absolument, très petit, très petit. On parle de microns, millièmes de millimètre, quelques millièmes de millimètre. Et donc l'intérêt, l'un des aspects intéressants de la neige, c'est que chaque flocon, même s'ils sont tous différents et en général très beaux, ils proviennent des 3 phases de l'eau. Donc avant, ils étaient liquides, gouttelettes d'eau. Ensuite, ils étaient gazeux, vapeur d'eau. Et juste à la fin, sous forme de glace, donc à l'état solide. Alors, comme un être vivant, les flocons évoluent une fois au sol. Donc, ils sont dans le nuage. Qu'est-ce qui se passe avant d'arriver au sol? Déjà, ils évoluent pendant leur chute dans le nuage, parce que les nuages sont assez hétérogènes en général. Donc, dans chaque couche, il y a des propriétés différentes. Notamment, ce qui détermine la forme finale du flocon, c'est une combinaison entre la température et l'humidité. Donc, si on connaît exactement la température et l'humidité dans chaque point du nuage, on peut déterminer la forme finale du flocon avant qu'il tombe au sol. Et donc, en général, comme les conditions sont hétérogènes, sont variables, on a des formes mixtes. Et seulement quand il n'y a pas de vent, par exemple, quand l'atmosphère est assez stable et que les propriétés sont plutôt constantes à l'intérieur du nuage, on arrive à avoir des flocons d'une forme assez précise, par exemple des grosses étoiles ou des choses comme ça. Et une fois au sol, alors? Et la deuxième vie du flocon commence, parce que dès qu'il tombe au sol, il commence à nouveau à changer. Et il y a tout un tas de vies possibles du flocon qui dépendent, dans ce cas-là, des propriétés de la neige, qui dépendent également des propriétés météorologiques, bien sûr, donc le vent, la température. Et ce qui joue le plus, c'est notamment la température. Et non seulement la valeur de température, mais aussi la différence de température entre 2 couches, donc par exemple le bas et le haut du manteau neigeux. Et cette différence de température pilote des échanges thermiques et des échanges de masse, donc de la vapeur d'eau qui bouge à l'intérieur de la neige. Et donc les formes finales que la neige peut avoir dépendent de la température et de sa différence à différents niveaux dans le manteau neigeux. Et tout ça, on arrive à très bien l'étudier? C'est des choses qui sont connues, qu'on arrive à modéliser même, parce que si on veut anticiper les conditions futures de la neige, on a besoin de faire des modèles. Et donc, nous, à Météo France, on en a un qui s'appelle Crocus et qui nous permet justement de décrire les propriétés de la neige dans chaque couche. Donc, le type de grains, par exemple, qui sont présents, leur dimension, la température, etc., etc. Et on prévoit aussi, du coup, l'évolution future.
notamment pour estimer un risque d'avalanche potentiel. On va y revenir un petit peu plus tard à l'évolution future. Il y a donc plusieurs formes de neige, pourtant, à première vue, c'est une même masse homogène blanche. Oui, parce qu'il y a différents niveaux en fait. Si on regarde à l'échelle du grain ou du flocon, quand il tombe, on l'appelle flocon, après une fois qu'il est au sol, on l'appelle grain. Et dans ce cas-là, ils sont tous différents en fait. Il y a des familles, il y a une classification internationale qui décrit les différents types, mais si on regarde dans le détail, ils sont tous différents. Parce qu'encore une fois, les propriétés de température, d'humidité du nuage n'étaient pas exactement les mêmes pour chaque flocon. Et après, une fois qu'ils tombent au sol, aussi, ils vont évoluer dans des familles différentes qui dépendent des propriétés thermiques de la couche de neige et atmosphérique. Alors par exemple, sur un versant nord, un versant sud ou un versant est, c'est pas la même neige. Tout à fait, parce que là, notamment, c'est les rayonnements solaires qui changent. Donc si on est sur des pentes sud ou nord, ce n'est pas le même type de rayonnement, et donc le même type de température non plus, le même type de gradient de température, et donc l'évolution est forcément différente. Et après, ce n'est pas seulement l'orientation, c'est aussi la pente. Par exemple, les pentes exposées sud en plein hiver, si elles sont raides, elles voient plus de soleil. En fait, le soleil incide de façon quasiment perpendiculaire sur la pente, et donc c'est des pentes qui chauffent plus par rapport à des pentes plutôt plates, avec la même exposition sud. Et donc là, le flocon, enfin le grain, oui. Du coup, il ressemble à quoi à ce moment-là? Alors en général, il y a là aussi différentes vies possibles. Ce qu'on trouve dans la plupart des cas, c'est des petits grains qu'on appelle grains fins, qui font moins d'1 millimètre de diamètre, donc qui sont tout petits pour la neige, et qui représentent la plupart de la neige dans des cas, on va dire, typiques. Après, on peut évoluer vers des choses différentes, notamment avec des grains qui ont des facettes, donc grains facettés ou après gîte de profondeur ou gobelet, on les appelle aussi. C'est des grains très beaux, magnifiques. On va revenir au gobelet. On va revenir. Aussi, un petit peu plus tard. Par contre, pour les générer, il faut des conditions différentes. Donc il faut, par exemple, ça se génère quand on a des épaisseurs de neige assez faibles et un froid intense pendant la nuit. Donc cette combinaison de manteau neigeux assez fin et de froid intense génère des gradients de température, donc des différences de température assez fortes entre le sol et la surface de neige. Et avec ces gradients, on génère des cristaux assez rapidement avec des facettes qui sont très jolis, mais très aussi dangereux en termes de stabilité du manteau neigeux. Alors, et la neige change aussi selon les endroits du globe dans lesquels elle tombe. Aux Andes, dans les Andes, c'est plutôt de la poudreuse verticale. Au Japon, ils l'appellent la japo. Oui, alors la neige est toujours la neige, donc on en a sur notre planète. Rassurez-nous, oui, c'est toujours de la neige. Toujours la neige. Et après, par contre, si on va par exemple sur d'autres planètes, on a des neiges qui peuvent un petit peu changer. Par exemple, sur Mars, il y a de la neige de glace, donc comme on l'a de H2O. On a de la neige aussi de CO2, de la neige carbonique. On ne la retrouve pas sur Terre? C'est absolument pas la même chose. Non, on ne la trouve pas. Il faut des conditions différentes de pression et de température, donc on ne l'a pas sur Terre. Par contre, il y a des différences, comme vous l'avez bien dit, entre différents pays, notamment au Japon, au Canada. On a souvent des accumulations très importantes, de la neige qui est plus légère en moyenne. Dans les Alpes, on a une neige qui tombe déjà assez lourde au sol, donc difficilement moins de 80 ou 100 kg par mètre cube. Donc c'est une neige qui est légère, qui est récente, fraîche, mais qui reste déjà un petit peu lourde par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres pays. Et elle se modifie en permanence une fois au sol? Oui, tout à fait. Après, s'il fait très froid, par exemple, elle se modifie plus lentement. Dès qu'on est à température positive dans l'air, la neige, du coup, va essayer de se rapprocher de cette température. Et dès qu'elle commence à arriver vers zéro, elle change beaucoup plus vite. Donc les transformations sont toujours présentes, mais la vitesse des transformations dépend notamment de la température. Alors, est-ce qu'on peut prévoir très concrètement ces modifications? Oui. Comment est-ce que vous faites? Alors déjà, il faut avoir des prévisions météorologiques, donc il faut connaître l'évolution de la température, de l'humidité, du rayonnement dans les jours, dans les semaines qui viennent. Donc il faut connaître l'état de l'atmosphère, l'état de l'air. Une fois qu'on a ça, on peut utiliser ces informations pour piloter des modèles de neige qui vont faire ce qu'on appelle des bilans d'énergie, donc voir un peu comment cette neige va réagir par rapport aux conditions atmosphériques et aussi au sol. La neige en général est piégée entre le sol nu et l'air. Et donc, pour savoir comment la neige évolue, il faut voir comment elle échange de la matière ou de la chaleur avec l'air et avec le sol. Et on a des modèles qui sont capables de faire ça, et du coup, d'anticiper l'évolution future du manteau neigeux. Par exemple, la vitesse de fonte. Pendant combien de temps on va encore avoir de la neige sur la saison? Quelle est la période estimée où la neige va disparaître, va fondre complètement? Ou aussi, quels sont les moments et les endroits où on peut créer des couches dangereuses en termes de stabilité du manteau neigeux? Alors, ces dernières semaines, nos stations de ski ont été en risque avalanche plus ou moins élevé. Il y a un type de neige spécifique aux avalanches. On parle des gobelets. Oui. On a commencé à en parler rapidement.
Il y a différents types de neige qui peuvent être potentiellement dangereux. Même la neige fraîche, s'il n'y en a que de la neige fraîche, un peu ventée en surface, on peut créer ce qu'on appelle des couches friables qui peuvent générer aussi des risques d'avalanche. L'idée, c'est que la plupart des avalanches mortelles, notamment en France, sont générées par la présence de neige, des grains avec des facettes. Donc c'est soit des faces planes, soit des gobelets. Ce dont vous nous disiez Voilà, c'est des cristaux qui sont très jolis, magnifiques, si vous regardez au microscope. Mais dangereux. Et dangereux. Donc ils font plusieurs millimètres, voire centimètres. C'est comme des pyramides striées et creuses. Très belles, mais dangereuses parce qu'elles ne se collent pas. C'est une neige qui a un peu la consistance du gros sel. Donc ce n'est pas une neige dans laquelle on crée de la cohésion. Et donc, si on a combinaison de cette neige sur une certaine couche et superposée, on a une couche, par contre, qui a de la cohésion, cette deuxième couche peut glisser sur cette couche fragile. D'où l'avalanche. Voilà, et ça, c'est ce qu'on appelle les avalanches de plaques, qu'on essaie de prévoir avec les modèles, mais en fait, on n'est pas capable vraiment de prévoir une avalanche, on prévoit plutôt un risque d'avalanche. Et c'est des avalanches les plus dangereuses, même s'il y en a d'autres types qui existent avec d'autres types de neige. Mais le gobelet est à l'origine de la plupart des avalanches dangereuses. Ouais. Et que doit-on penser de la neige de culture qui est de plus en plus employée? Est-ce que le flocon de la neige de culture est le même flocon qu'un flocon du coup naturel? Non, c'est vraiment pas la même chose, parce que si on revient au mécanisme de formation de la neige dans les nuages, on a dit on avait avant de l'eau liquide, ensuite de la vapeur d'eau et à la fin de la glace, dans les neigeurs, on passe directement de l'état liquide à l'état solide. Donc on n'a pas ce passage par la phase gazeuse. Donc en gros, on prend des gouttelettes d'eau pulvérisées de petite taille et on les congèle directement. Donc la forme géométrique, déjà, ce n'est pas des flocons, ce n'est pas des étoiles, c'est que des billes de glace congelées. Ce qui est peut-être moins intéressant du point de vue géométrique, c'est moins joli une petite bille de glace qu'un flocon, mais c'est intéressant du point de vue des propriétés de stabilité. C'est une neige qui a beaucoup de cohésion, qui prend ce qu'on appelle du frittage, donc des pontes de glace qui vont coller les grains assez facilement. C'est des grains qui sont petits, ce qui facilite encore une fois la cohésion, et aussi c'est des grains qui renvoient plus de rendement. Donc c'est une neige qui fond moins vite par rapport à la neige naturelle. Donc qui est intéressante pour les domaines skiables. Elle est intéressante pour les domaines skiables pour garantir la durabilité de la piste de ski le plus longtemps possible. Alors, est-ce que le réchauffement climatique a une incidence forte sur la neige? On se doute que oui. Et est-ce qu'on peut imaginer que dans plusieurs dizaines d'années, il n'y ait plus de neige du tout? Alors, ça dépend vraiment des endroits, on ne peut pas généraliser. Déjà, il faut considérer différentes altitudes. C'est pas ce qui va se passer à 1000 mètres, ce n'est pas ce qui va se passer à 2000 mètres. Donc nous, on travaille aussi, bien sûr, sur les projections climatiques, notamment dans les Alpes françaises, dans les Pyrénées. Et donc, c'est sûr qu'à moyenne et basse altitude, moyenne et basse montagne, il y a, dans les prochaines décennies, une réduction assez forte des épaisseurs de neige qui vont amener par endroits à des situations où il n'y aura quasiment plus de neige au sol. Le même discours n'est pas vrai pour les altitudes plus élevées. Et notamment, on peut même imaginer une augmentation des précipitations à des altitudes très élevées, où en fait, quand on reste, tout en restant dans des températures négatives, on commence quand même à pouvoir avoir plus de précipitations, parce que l'atmosphère en fait, peut stocker une quantité de vapeur d'eau qui dépend de la température. Donc quand on est plus chaud tout en restant négatif, on peut stocker plus d'humidité, donc avoir plus de probabilité de précipitation. Donc il faut vraiment voir les différents endroits et étudier au cas par cas. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Vous restez avec moi puisqu'on passe à notre revue de presse. Alors vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République s'est rendu ce jeudi sur la mer de Glace pour annoncer des mesures de protection pour le Mont Blanc. Alors selon un article de France Bleu Pays de Savoie, les glaciologues de l'Institut de géosciences de l'environnement n'ont pas été conviés à la visite d'Emmanuel Macron. Pourtant c'est un petit peu grâce à eux, en majeure partie, que les chercheurs ont effectué des recherches donc, sur ce glacier. Mais il était quand même accompagné d'un glaciologue, il faut le noter. Selon les projections actuelles de ces chercheurs, la mer de glace pourrait perdre jusqu'à 80% de sa surface d'ici la fin du XXIe siècle. Chaque année, il faut savoir que le glacier recule de 120 mètres. Son glacier voisin, l'Argentière, aura lui totalement disparu d'ici la fin du XXIe siècle. Ce serait donc une véritable catastrophe écologique, d'autant plus que des digues pourraient alors se former dans ces glaciers et menacer des habitations qui se trouvent donc en aval. S'il venait à se libérer du reste de la glace. Même les glaciers de très haute altitude, donc 3000 mètres, pourraient être déstabilisés par le réchauffement climatique. Un scénario déjà noté en 2018 où un éboulement massif du glacier de Tacona avait alerté les riverains. Selon vous, on peut encore éviter ces catastrophes, la disparition de ces glaciers ?
Le problème principal des glaciers, c'est que c'est des masses qui ont une grosse inertie thermique. Donc on parle de glaciers, on parle également de calottes polaires, par exemple Groenland ou Antarctique. Et donc quoi que l'on fasse maintenant, le futur des glaciers jusqu'à à peu près la moitié du siècle, 2050, est déjà décidé. C'est-à-dire que on sait que la fonte va continuer et que va être au moins aussi rapide que maintenant, quoi que l'on fasse. Donc tous les choix aussi politiques, par exemple de réduction des émissions de CO2, vont avoir un impact seulement sur la deuxième moitié du siècle, donc à long terme. Mais il faut quand même les faire, ces choix. Absolument. Mais la difficulté, c'est des choix qui vont avoir un impact pas avant 30 ans. Et donc il faut une certaine vision à long terme de la politique qui n'a pas toujours été, n'est pas toujours allé dans cette direction avant. On espère en tout cas que maintenant ça va aller dans cette direction. Bien sûr, cette visite va dans ce sens-là, donc bien sûr. On croise les doigts. Merci beaucoup pour toutes ces explications, en tout cas, et bonne continuation à vous. Avec plaisir. Je vous laisse rejoindre la régie. Camille Copin entre en piste pour son agenda du week-end. Camille, je veux tout savoir. On fait quoi ce week-end ? On va faire plein de choses, Clémence, ce week-end. Et à commencer par aller participer à la course Odyssea à La Plagne. Ce sera, alors là pour le coup je prends un petit peu d'avance, ce sera le mardi 18 février, donc pas ce week-end, à La Plagne. C'est une course des neiges Odyssea qui est au profit de l'association Gustave Roussy en faveur de la lutte contre le cancer du sein. C'est une course marche non chronométrée de 5 km ou alors une course de 8 km, cette fois-ci chronométrée. Les inscriptions en ligne sont possibles jusque ce soir minuit et également sur place aussi. Donc si jamais vous êtes retardataire, il n'y a pas de problème, ce sera encore possible. Vous retrouvez toutes les infos sur odyssea.info et au niveau des tarifs, c'est 10 € pour la 5 km et 12 € pour la 8. Et d'ailleurs, on est en liaison Skype avec Perrine de Longévial, qui est la directrice de la collecte de fonds de l'association Gustave Roussy. Bonjour Perrine. Bonjour. L'objectif cette année, c'était de réunir 500 participants et participantes pour un total de 5 000 €. C'est des dons qui sont nécessaires, qui sont vitaux pour la recherche contre le cancer du sein ? Oui, bien sûr. Il faut savoir que 55 000 femmes et 1% d'entre eux sont des hommes d'ailleurs, sont touchés par un cancer du sein chaque année en France. Et 12 000 décès sont constatés suite à un cancer du sein chaque année. Donc, il faut impérativement que la recherche avance et des événements comme Odyssea à La Plagne, mais aussi à Paris et dans d'autres lieux en France permettent de soutenir la recherche sur le cancer du sein dont nous avons tous besoin. Alors justement, où en est-on de cette recherche aujourd'hui ? La recherche avance énormément grâce à Odyssea, puisque depuis 2009, Odyssea nous a versé près de 4,5 millions grâce aussi au printemps qui se mobilise dans le cadre d'un shopping solidaire. Mais grâce à cette générosité extraordinaire, nous avons pu développer plusieurs axes de recherche détaillés. Notamment la médecine de précision, puisque nous cherchons à mieux comprendre la maladie pour développer les meilleurs traitements individualisés, c'est-à-dire extrêmement personnalisés. L'idée, c'est de faire des séquençages des patients, de leur tumeur, pour essayer d'identifier les altérations de leurs gènes qui ont créé ce cancer et pour permettre d'affiner les traitements pour être au plus proche de chaque altération que nous essayons d'identifier. Il faut savoir en fait que pour 20% des femmes touchées par un cancer du sein localisé, il y a un risque de récidive sous une forme métastatique. Et pour ces personnes en récidive sous forme métastatique, 80% ne survivront pas si nous n'avançons pas dans la recherche. Nous travaillons aussi sur la flore intestinale et comment est-ce que le microbiote a un impact sur la prise en charge du cancer, c'est-à-dire sur à la fois le développement de la maladie, mais aussi sur les réponses au traitement. Donc là, on avance énormément sur ces sujets-là. On cherche aussi à comprendre pourquoi les tissus deviennent cancéreux et pour essayer de mettre en place des études de dépistage précoce. Donc notamment là, depuis le mois de janvier, nous avons lancé une étude qui s'appelle Dépiste et qui permet de suivre 2500 femmes dont nous savons qu'elles ont un haut risque de développer un mauvais cancer du sein pour essayer de mettre en place du dépistage personnalisé. Voilà, mais il y a plein d'autres choses. En fait, on s'est aperçu récemment avec des nouvelles technologies que par la biopsie liquide, c'est-à-dire par une simple prise de sang, on peut mettre en évidence de l'ADN circulant dans le sang qui permet de prédire que certaines femmes vont développer un cancer du sein et pouvoir les traiter avant même que la maladie ne se déclare. Donc ça, c'est révolutionnaire et c'est grâce à Odyssea qu'on peut développer ces nouvelles approches thérapeutiques.
On rappelle quelques chiffres. Chaque année, c'est 59 000 nouveaux cas qui sont diagnostiqués. 12 000 femmes meurent chaque année du cancer du sein. Mais il y a un petit peu d'espoir quand même. 40% de ces cancers peuvent être évités. Comment on fait pour éviter un peu ces cancers? Est-ce qu'il y a des choses à faire pour être en meilleure santé? On sait que 40% des cancers, en général, pas seulement du sein, mais 40% des cancers sont évitables. Et un des meilleurs moyens d'éviter d'avoir un cancer, c'est la pratique d'activité physique. D'où l'impact d'une course comme Odyssea à la Plagne. C'est que finalement, on veut sensibiliser les utilisateurs d'une station comme la Plagne au fait qu'il faut pratiquer une activité physique régulière de l'ordre de 3 heures par semaine pour éviter les risques de développer un cancer, mais également de récidiver après un cancer. Puisqu'on s'est aperçu que 50% du risque de récidive était baissé avec la pratique d'un sport. Mais également, il y a la nutrition, le fait d'avoir une alimentation saine est primordial, et ça on le sait tous. Il faut éviter les nourritures qui sont industrielles et se nourrir avec des produits qu'on a choisis et qu'on cuisine avec amour. Merci pour toutes ces précisions, Perrine. Et à noter que la prochaine course Odyssea dans notre coin à nous, ce sera le 16 mai 2020 à Chambéry. Merci. Merci beaucoup. Alors Camille, il y a encore plein d'autres événements à découvrir ou redécouvrir d'ailleurs ce week-end, comme la réparation de ces vêtements aux arcs. Voilà, ce sera lundi et mardi, le 17 et 18 février, entre 11h et 14h et entre 15h et 18h. Vous pouvez donc faire réparer vos vêtements auprès de l'équipe de Patagonia. L'objectif, tout simplement, c'est de faire des économies plutôt que de racheter du matériel neuf. On le fait réparer. C'est mieux pour la planète. L'impact environnemental de l'industrie du textile, c'est quand même le deuxième gros point polluant dans le monde après le pétrole. Et puis, ça permet aussi de garder son vêtement chouchou plutôt que de le mettre à la poubelle ou au recyclage. Et donc, quelle que soit la marque du vêtement, l'équipe le réparera gratuitement. C'est limité à un article par personne, puisqu'il y a pas mal de personnes quand même qui sont intéressées. Et voilà, je trouvais que c'était une initiative assez chouette à faire sur les pistes. On va au ski, on dépose notre vêtement, on peut le récupérer le soir. Pratique, simple, efficace et écolo. Exactement. Allez, un petit tour en luge nocturne. Oui, le temps d'une soirée, c'est le domaine skiable de Manigo qui sera réservé uniquement aux luges, donc pour les amoureux du pavé, du youner, des pelles à neige et autres luges. Les télésièges, voilà. Oui, nous on n'est pas très fort en ski, donc la luge ça nous va très bien. Les télésièges du col de la Croix-Frie et le col de Mer d'Acier seront ouverts et réservés donc aux luges, avec des folles descentes qui vous attendent. C'est toutes les pistes attenantes à ces télésièges-là qui seront vraiment disponibles et réservés uniquement pour les luges. Si on n'en a pas, on peut aussi en louer directement en station. Ça se passe ce dimanche 16 février, mais aussi le 23 et le 1er mars, entre 17h et 21h. Et au niveau des tarifs, le forfait nocturne spécial luge est à 12 € et vous retrouvez toutes les infos sur le site de Manigo. Et puis on se détend ce week-end avec le festival de yoga de Chambéry. Voilà, un petit peu de yoga samedi et dimanche à Chambéry au Manège. L'idée, c'est de faire découvrir les différents yogas qui sont au plus proche de notre région, au plus grand nombre. Il y en a différentes sortes. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les chroniques de Julie Bagnard, qui est notre chroniqueuse bien-être et qui est bien plus calée en yoga que moi. Mais voilà, donc il y aura des conférences, de la pratique, donc des pilates, yoga nidra, Natha yoga, yoga du rire, vinyasa, hatha yoga, yoga pour tout le monde. Enfants. Ça, c'est qu'une petite sélection, il y en a vraiment énormément. Il y a plein de possibilités, plein de techniques différentes. Au niveau des tarifs, c'est un festival qui est ouvert à tous et qui repose sur l'économie du don. Donc en fait, c'est gratuit, tout est expliqué sur le site. Le festival coûte 22 000 € pour la location, l'organisation, le contenu proposé, les cours et les conférences. Et donc c'est LOSO et Nelumbo qui nous en font profiter gratuitement. Et l'idée, c'est de prendre conscience de ça, d'essayer de faire un don. Vous pouvez le faire par LOSO. Ou un don unique, par exemple, vous voulez donner 12, 50 €, ce que vous voulez, vous pouvez passer par l'application. Ou alors, vous pouvez dire, je veux verser 1 € par mois pour les aider, ça fait 12 € par an, c'est pas grand-chose, et ça permet de développer ce genre d'initiative. Donc voilà, je trouvais le concept sympa, ça permet aussi à ceux qui ont un petit peu plus de budget de pouvoir offrir des festivals qui sont gratuits pour ceux qui en ont un petit peu moins. Et vous retrouvez donc tout le concept sur festivalyogachambéry.fr.
Alors, on continue avec du sport toujours, mais côté judo cette fois-ci. Exactement, ça se passera ce dimanche 16 février à partir de 9 h. Ça se passera au complexe sportif de Sévrier. C'est marqué sur l'affiche Faverges puisque c'était comme ça que c'était prévu au début. Mais il y a eu un petit problème de toiture du côté de Faverges, donc du coup ça a été délocalisé à Sévrier, Mais ça a quand même au lieu. complexe sportif. Voilà. L'événement est maintenu, c'est à partir de 13 h pour les échauffements et ensuite les compétitions se font de 14 h à 16 h 30. Puis remise des récompenses et podiums. Donc vous retrouvez toutes les infos de ce championnat régional de judo en sport adapté sur sportadapté-aura.fr. Et direction Pouilly maintenant. Voilà, un petit tour dans l'Ain à Saint-Genis-Pouilly. C'est la 5e édition des Bulles s'éclatent qui se tiendra donc samedi et dimanche de 10 h à 18 h au Centre culturel Jean Monnet. Ça réunit une trentaine d'artistes, des auteurs, des dessinateurs de BD, des youtubeurs également. L'idée, c'est de faire sortir vraiment la BD de ses cases et d'aller rencontrer les auteurs. Et au-delà de ces rencontres, il y aura aussi de quoi faire. Il y aura des ateliers autour de la BD, des quiz, des démonstrations de comment faire une belle illustration numérique, de la peinture sur figurine, etc. etc. L'entrée est gratuite et vous retrouvez toutes les infos sur lesbullesséclatent.com. Et tu nous parles aussi du festival hors piste. Oui, un petit peu de musique. J'ai essayé de On y vraiment va. diversifier ce week-end. C'est la 10e édition du festival hors piste au Brise-Glace à Annecy. Ça se passe donc du 14 au 23 février. Il y a 14 lives, 26 groupes et 7 lieux différents. Il y aura de l'indie folk, de la pop, électro, rap, rock, pareil pour tous les goûts. J'ai noté Bernard Adamus, Mohamed Lamouri, Kevin Morby, Bison Bisou, ou Bisou Bison, je ne sais plus, je ne sais plus l'ordre. Ça nous va. Voilà, et plein d'autres groupes. Et pour les lieux, ça se passe donc au Brise-Glace, ça se passe également à la Chapelle des Forges, au Bistrot des Tilleuls, au cinéma Les Nemours et la Turbine, au Conservatoire de musique, à la médiathèque de Bonlieu et à Bazar sans frontières. Donc voilà, on peut aller retrouver des concerts un petit peu partout. Vous pouvez, si vous souhaitez aller voir plusieurs concerts, prendre le pass hors piste. Il est gratuit en ligne et en fait, ça vous permet d'économiser 4 € par concert à partir de 3 concerts réservés. C'est pas mal. Voilà, étant donné qu'il y en a 26, si on veut vraiment rentabiliser, on peut y aller. Et puis ça se passe sur... toutes les infos sont sur festivalhorspiste.com. Et de l'humour ce week-end aussi. Oui, je ne sais pas si tu connais l'humoriste Alex Ramirez. Mais oui, je connais. Voilà. Et ben, il sera sur la scène de l'espace Louis-Simon à Gaillard, en Haute-Savoie, ce samedi 15 février à 20 h 30. C'est son spectacle sensiblement viril qu'il présentera. Il y a quand même plus de 650 000 fans sur Facebook. Il a été très connu. J'y suis dans les fans. Voilà, moi aussi. Il a été connu avec ses vidéos low cost où il reprend un peu des scènes de films plan par plan et il mime, c'est assez comique. Et il a également son spectacle d'humour dont je vous propose de regarder un court extrait maintenant pour vous donner l'eau à la bouche. Moi, tu vois, je pensais que sortir avec un mec, il y allait avoir un truc en plus. Alors oui. Ne serait-ce que pour mon entourage. Tu sais, je pensais que leur dire, ça allait provoquer des réactions fortes. Des comment, des quoi, des... Ma mère, sa réaction, je vais vous la faire. Ah, ok, d'accord, tu mets ton bol dans l'évier? Mon père, elle a dit quoi, ta mère? Ok, bon, bah ok, d'accord. Ma grand-mère, oh, bah tu sais, les homos, c'est comme les canapés. Il y en a un dans chaque famille. Ah, mon frère, tu sens que non, non. Je pense tout simplement que mon frère est jaloux. Que je sois tranquille entre mecs alors qu'il est coincé avec une femme et 2 petites filles à jouer à la dinette. C'est qui la tarlouse? Moi, ça me fait rire en tout cas. Moi aussi. Voilà, donc il est à Gaillard. Il reste encore des places que vous pouvez prendre sur digitic.com. Au niveau des tarifs, c'est 20 € pour les moins de 18 ans, 25 € pour les adultes. Et vous retrouvez des extraits de ses spectacles et ses vidéos low cost et plein d'autres choses sur sa page Facebook et son compte YouTube. Mais voilà, je pense que c'est un artiste à aller voir en vrai. Moi, À découvrir. Voilà, à découvrir. Et pour la Saint-Valentin, Camille, rapidement, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors moi, je te propose une Saint-Valentin. Voilà, une idée pour ceux qui n'ont pas de Valentin ou de Valentine aujourd'hui. Ça se passe à Alpibière à Sénaux, donc depuis 18 h, ça a commencé tout à l'heure, pour toute la soirée. Au programme, il y aura le fameux jeu de société Blanc Manger Coco. Je pense que ça promet du karaoké et également du speed dancing pour éventuellement rencontrer sa ou son futur partenaire sur la piste de danse. Vous retrouvez toutes les infos sur le Facebook d'Alpibière.
Voilà, et puis on souhaite une bonne fête à tous les amoureux et aussi à tous les sans Valentin et Valentine. Bonne Saint-Valentin, Camille. Merci pour tous tes bons plans. Dans quelques minutes, c'est le journal. Restez avec nous après une courte page de publicité. 8 Mont-Blanc se mobilise. Les élections municipales approchent.